Cerno. Épisode 108. Est-ce que vous pouvez raconter comment on vous a traité ? À l'époque, moi j'ai traversé les années 70, enfant, on vous disait toujours, retourne dans ton pays, je disais à ma mère, mais c'est quoi notre pays ? Mais oui, c'est une petite île, voilà. Et elle avait subi la même chose aussi, mais un petit peu moins violent pour elle que moi par rapport en région parisienne. Moi, c'était beaucoup plus violent. Ding ding. Voici l'histoire de Thierry Paulin. Ça me rappelle vaguement quelque chose, ça. C'était un copain de fac en fait. Ils étaient deux. Je peux vous poser une question ? C'était son passe-temps favori. Veuillez suivre la flèche de direction. Vous croyez que c'est pas du luxe, ça ? Ici, il fait un peu froid. Bonjour, tu vas bien ? Vous enquêtez pourquoi ? Je me ris de tout, Carrément. de peur d'avoir en pleurer. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Il s'est livré à un véritable carnage. Cerno. Il ne fait de mal à personne. 3, 2, 1. Il faut savoir qu'après le 4e arrondissement, j'ai habité dans le 20e. C'était métro entre Belleville et Couronne. Et curieusement, c'était plutôt la population maghrébine, vraiment, avec ma sœur, qui nous insultait. Ça, je l'ai toujours dit. C'était surtout la population maghrébine. Et d'ailleurs, en arabe, le premier mot arabe que j'ai appris, c'était karlouche, qui voulait dire noir à l'époque, parce qu'ils nous insultaient en arabe, vraiment. Et ma mère nous disait toujours, répondez pas, ils sont méchants, et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrêtait là. Mais vous, comment vous le viviez ? En tant qu'enfant, c'était assez violent, mais heureusement, on n'est pas resté longtemps dans le 20e. Après, on a déménagé, on est arrivé dans le 13e arrondissement, et là, ça s'est calmé un petit peu. Ça arrivait une fois de temps en temps, mais c'était plutôt rare. Alors que dans le 20e, c'était assez fréquent. Et après, pendant votre vie, j'imagine qu'on a dû aussi vous renvoyer à votre couleur de peau. Ah oui, alors là, comme je vous parlais tout à l'heure, donc cette capacité en droit que j'ai eue, ensuite après j'ai fait un DUG de droit. La première année, il fallait faire un stage et là, j'ai eu des soucis. En fait, j'ai même interrompu mes études parce que je devais faire un stage dans un cabinet d'avocats dans le 8e arrondissement. Et ça, j'oublierai jamais. Quand je suis arrivée là, je me souviens, on m'a fait attendre. Et les gens qui travaillaient là étaient très surpris de me voir attendre. Et quand je suis arrivée, la première question que m'a posée la personne qui me recevait, c'est comment vous avez acquis la nationalité française ? J'ai été un peu déboussolée. Je lui ai dit, mais écoutez, j'ai rien acquis du tout. Vous connaissez l'histoire des Antilles, voilà. Ma mère était française, mes grands-parents étaient français. Après, si on doit remonter jusqu'à l'esclave noir qui est arrivé, ça on remonte... Est-ce que ça lui a pas plu ? Mais là, j'ai tout de suite compris qu'on me prendrait pas, quoi. Et on ne m'a pas prise, Alors que le courrier que j'avais adressé, tout s'était fait par courrier. Et on m'avait déjà dit OK pour le stage. On m'avait même demandé si ça me dérangeait pas de faire en plus un peu de secrétariat. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Moi, j'étais là pour me former. Et après, dès qu'ils m'ont vu, ça a été terminé. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je me suis pas battue. J'avais des amis qui me disaient « Oh, tu devrais aller voir ». À l'époque, c'était « Touche pas à mon pote », l'association Harlem Désir, tout ça. J'avais des amis qui m'avaient donné les coordonnées pour aller me plaindre. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit « Si j'obtiens gain de cause », j'avais de quoi obtenir gain de cause. Si j'obtiens gain de cause, comment sera si j'arrive là de force, ils vont jamais vouloir me former. Donc j'ai laissé tomber. Mais tout le monde me disait, ne laisse pas tomber, porte plainte, porte plainte. Comme j'avais la preuve qu'ils m'avaient accepté, mais non, je suis pas allée. Je me dis, ça va être l'enfer après, s'ils sont obligés de me prendre, vraiment. Ce sera l'enfer, ils vont pas me former, et puis voilà. Et ma mère me disait, laisse tomber, tu devrais plutôt rentrer à l'assistance publique, les lois de la République te protégeront. Et ensuite, après, j'ai passé un concours et je suis rentrée à l'assistance publique. Mais quand on subit ce genre de violence, comment on fait pour s'en sortir ? Parce qu'on peut avoir une espèce de rage, de colère, on peut avoir un désir de vengeance, ou on peut ravaler sa colère et ça peut faire beaucoup de mal, quoi. Oui, c'est vrai, mais en ce qui me concerne, je pense que j'ai tout gardé en moi. Parce que je me souviens en avoir parlé à Lily, que vous avez vue tout à l'heure, un jour, et ça m'avait surpris parce qu'en parlant de ça avec elle, je m'étais mise à pleurer. Et pourtant, je lui en ai reparlé, c'était
20 ans après, passé. Et je lui en avais parlé et je me suis dit, oh tiens, ça m'avait surpris moi-même cette émotion. Je pense que j'ai tout gardé en moi. Et après, j'ai rebondi sur autre chose. Je voulais plus en reparler. Une fois que j'ai obtenu mon concours et que j'ai pu travailler, après, j'ai laissé ça derrière moi. Mais déjà, de nature, j'étais quelqu'un qui intériorisait pas mal. Voilà, je pense que j'ai gardé ça en moi. Et voilà, j'y ai pas repensé et puis j'y repense plus. Cependant, ma fille est avocate aujourd'hui. Donc, quelque part, à travers ma fille, je vis ce que j'aurais peut-être voulu, voilà. Moi, je ne serais peut-être pas avocate, mais ma fille est avocate aujourd'hui. En plus, elle travaille pour l'Office international des migrations. Donc, je suis vraiment très, très, très fière d'elle. Du coup, j'ai plus de regrets. C'est vrai qu'elle est là pour défendre. Oui, voilà. Et elle a terminé ce que moi, je n'ai pas terminé, parce que moi, je me suis arrêtée en première année de DUG de droit. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. La police enquête. Pour l'instant, elle ne semble pas posséder d'éléments véritablement significatifs. C'est vrai que le 18e est sensible. C'est l'arrondissement le plus peuplé après le 15e. Il est aussi en 2e position pour le nombre de vieillards. C'est vrai encore que le 18e, c'est Pigalle, Barbès, la Goutte d'Or, avec ses concentrations d'Africains, de Maghrébins et de jeunes pas toujours très nettes. Mais c'est aussi Montmartre et l'avenue Junot. C'est vrai enfin que 4 assassinats la même semaine dans le même quartier, c'est beaucoup trop pour une simple coïncidence. Mais actuellement, rien ne prouve que le ou les coupables soient des voisins, immigrés ou drogués. Alors, j'en reviens à Thierry Paulin. Moi, je me dis toujours que quand quelqu'un commet des actes violents, c'est en réponse à une violence qu'il aurait subie. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a subi comme violence ? Vous me parlez de sa grand-mère, du fait qu'il ait été arraché à son île. Vous pensez que c'est ça ? Alors, la souffrance pourrait venir de là. Mais il y a peut-être autre chose aussi, mais ça, je ne sais pas. Parce qu'on peut aussi se mettre dans la peau d'un jeune garçon qui vit aux Antilles, à ce moment-là, dans les années 60. Il paraît que c'était très pauvre, que les gens avaient beaucoup de difficultés. C'est aussi un peu pour ça qu'il a été sûrement envoyé en France, parce qu'on n'arrivait pas, sa mère ne pouvait pas le prendre en charge là-bas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, ou la grand-mère. Oui. C'est possible aussi, il n'y avait pas que ça, c'est possible aussi. Puis c'était une opportunité peut-être pour lui de faire des études, peut-être, elle a dû se dire ça aussi. Et puis financièrement, elle ne devait pas avoir grand-chose non plus, parce que je me souviens c'est pas une famille très aisée, quoi. C'était vraiment des gens même plutôt pauvres, voilà. Et après, s'il a subi du racisme, c'est comme s'il n'avait pas eu les moyens d'arriver à changer son destin. Peut-être qu'il y a ça aussi. Alors oui, peut-être. Mais oui, je veux bien croire qu'il a peut-être souffert du racisme aussi, ça c'est sûr. On se moquait un peu de lui quand même quand il était à l'école. Quand il est arrivé, on se moquait un petit peu de lui, sa couleur de peau, mais bon, c'était pas violent. Elle me dit, il y avait toujours des petites brimades, des choses comme ça. Alors je sais que sa parente me disait qu'il était un peu complexé par son nez. Il voulait se refaire le nez. Bon, il n'a pas eu le temps de le refaire, parce que bon, il avait la peau très claire et tout. Bon, il avait les cheveux, comme on l'avait vu, peroxydés en blond, mais la chose qu'il n'aimait pas dans son visage, c'était son nez. Il le trouvait beaucoup trop gros. Voilà, il voulait se l'affiner, mais bon, il n'aura pas le temps de lui faire. Donc, il avait quand même un petit complexe quand même. Ouais. Signalement, origine martiniquaise, 25 ans environ, rien de bien précis. C'est vrai qu'en parlant de racisme, il y a quand même une très grande différence. Moi, j'ai une fille qui a 27 ans aujourd'hui, qui n'a pas subi ce que j'ai subi. Bon, moi, c'était une autre époque, vraiment. Il n'y a rien eu. Il y a juste une fois une petite camarade de classe, un jour, qui l'avait appelé Boudin Créole. Elle m'en avait parlé, je crois qu'elle avait dû voir la petite sirène. Il y a un passage, un moment, il y a le petit crabe qui parle de Boudin Créole et la jeune fille, elle avait entendu ça, elle avait appelé ma fille Boudin Créole. Et ma fille ne l'a pas supporté. Elle me dit, non, maman, il faut que tu ailles voir. Et contrairement à ma mère qui disait rien quand on lui disait qu'on nous a dit de retourner dans notre pays, moi, je suis tout de suite allée voir la maman de la petite jeune fille. J'ai réglé le problème, je suis allée la voir et sa mère, elle lui a dit non, mais pourquoi t'as dit ça ? C'était important pour moi parce que je me suis revue en arrière. À l'époque, quand je disais à ma mère elle disait oh, laissez, c'est pas grave, c'est parce qu'ils ont souffert, donc ils veulent vous faire souffrir vous aussi. Voilà ce qu'elle disait, ma mère.
Elle voulait pas qu'on réponde vraiment. Elle dit oh regardez, voyez, ils sont pas français non plus, donc ils ont souffert, donc aujourd'hui ils se rabattent sur vous. C'était sa seule. Fallait pas faire d'histoire, fallait laisser quoi. Voilà. Alors c'est allé où toutes ces insultes que vous avez reçues? Elles sont où maintenant? Écoutez, je crois que je peux même pas vous répondre à ça. Je me souviens d'une insulte qui m'a vraiment blessée. Ça s'est passé dans un centre commercial. Et j'ai pas compris pourquoi. Je faisais mes courses, elle était avec sa fille. Sa fille, à un moment, m'a dit pardon. Et j'attendais pour me pousser. Et je ne sais pas ce qu'elle a dit à sa mère, j'ai pas compris. Sa mère est venue vers moi, elle m'a dit sale noire. Et pour la première fois, Julien, je vous assure, c'est la première fois de ma vie, j'étais prête à me battre, ce jour-là. Ce qu'il y a là, je l'ai attrapé à la gorge. Et ça m'a, comment vous dire, ça m'a complètement déboussolée parce que ça m'a montré une agressivité que je n'avais pas. Moi, je suis plutôt calme. Mais ce jour-là, ça a été la seule fois où j'ai vraiment eu envie de me battre. Et j'étais avec ma fille qui était petite sur le chariot. Et heureusement pour moi, il y a un monsieur d'origine africaine qui passait à ce moment-là, qui a entendu l'insulte et qui m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Ils ont appelé un agent de sécurité parce que moi, je commençais déjà à l'attraper comme ça. Et ma fille était là. J'ai même oublié ma fille qui pleurait, pas compris ce qui s'est passé. Et heureusement que ce monsieur était là. Il me dit non, il a tenu la dame, il a appelé les vigiles. Les vigiles sont arrivés. J'ai expliqué que cette femme m'a insultée. Ensuite, la police est arrivée. On s'est retrouvés au commissariat. C'était par la suite une femme qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a quand même été condamnée à me payer à l'époque la somme de 500 francs. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et les policiers me disaient « Oh, laissez tomber », mais c'était plus fort que moi. Je voulais ces 500 francs. Là, je suis allée jusqu'au bout. J'habitais le 13e à l'époque. Il fallait que j'aille jusqu'à Créteil au tribunal et tout. Elle a été condamnée à me verser la somme de 500 francs. J'ai dit « Elle mettra 10 ans s'il le faut, mais je veux cet argent ». Vous vouliez vous défendre. Voilà. Et ça a été la seule fois où vraiment j'ai été... mais ça m'a mise dans un état, il m'a fallu beaucoup de jours pour me remettre, vraiment. Alors, est-ce que ça venait aussi de ce que j'avais subi dans le 20e, métro Belleville, enfant? Je sais, ça a été... mais elle-même, elle a eu très peur. Hein, et après, elle me demandait pardon quand elle a vu l'ampleur que ça prenait. Elle s'est tout de suite, elle a commencé à dire « Non, j'ai pas dit ça, je voulais pas dire ça. » Non, j'avais bien entendu. Mais c'est la première fois où j'ai été agressive, où j'aurais pu, si on m'avait pas arrêtée, alors je dirais pas jusqu'à la tuer, mais vraiment lui faire du mal. La violenter, vraiment, malgré la présence de ma fille. Qu'est-ce qui se serait passé si on vous avait pas arrêté? Ah, je pense que je me serais battue. Je me serais battue et vu l'état d'énervement que j'avais, j'aurais eu le dessus. Hein, parce que déjà, en la tenant, elle était déjà très mal. Je pense que je l'aurais couchée par terre et je l'aurais vraiment... Ah oui. Ça allait être la première fois de ma vie, parce que je me suis jamais battue. Mais là, j'avais plus envie de communiquer, de parler, parce que ma mère me disait toujours, faut pas se battre, il faut parler. Mais alors là, j'ai tout oublié. Hein. Vous êtes encore énervé. Hein. Vous êtes encore énervé là. Ça, vous voyez Ça se voit. Voilà. C'est pas passé. Voilà. La colère. Oui, parce que vous voyez, en parlant, vous voyez, je parle fort et tout. Voilà. Mais profitez-en parce que vous avez un micro. Profitez-en pour la vider cette colère. Non, mais là, je crois que, bon, je l'ai dit, et tout ça, j'en parlais à Lily aussi. Tous mes petits soucis qui me sont arrivés, là, j'ai tendance, parce que Lily, on se connaît depuis très longtemps, elle est au courant de cette histoire. Et c'est aussi le fait de ne pas comprendre pourquoi. Pourquoi on vous traite de sale noire. Et quand j'étais enfant, il y a une chose qui me gênait beaucoup, c'est parce que je me disais, mais on me reproche une chose que je n'ai pas choisie. Si j'avais eu le choix, j'aurais pas forcément choisi la peau noire. Et on vous reproche ça, alors que vous voyez, ça me faisait quelque chose quand même. Vous n'auriez pas choisi la peau noire si vous aviez eu le choix? Non, j'aurais peut-être choisi d'être blonde aux yeux bleus. Alors que j'ai pas choisi, j'y suis pour rien. Quand on vous reproche une couleur de peau que vous n'avez pas choisie, c'est violent. C'est très violent.
Elle a mis du temps pour me rembourser, mais ces 500 francs, il me les fallait. Là, j'étais vraiment... Et pourtant, les policiers me disaient « Oh, laissez tomber, c'est une pauvre femme. » et tout. Non, non, on lui enlèvera sur ses allocations s'il le faut. Là, j'étais sans pitié. Ben oui, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, après on laisse tomber parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais non, moi je veux qu'elle se rappelle ce qu'elle a dit, qu'elle se rappelle, et ça va lui coûter 500 francs. C'était énorme pour elle certainement à l'époque, hein, parce que visiblement, si ma mémoire est bonne, elle ne devait pas travailler, elle vivait des aides sociales. Donc voilà, là je me dis aujourd'hui, elle doit se rappeler qu'elle a dû prendre dans ses maigres ressources pour pouvoir payer son amende. Donc elle menait par petits bouts. Et puis quand il manquait peut-être encore 50 francs, je revenais, je dis non, j'irai, même s'il manque 50 centimes, je veux récupérer la totalité. Elle a été condamnée à payer 500 francs, elle paiera 500 francs. Et je suis allée jusqu'au dernier centime. Mais pourtant, elle vous a remboursé, mais la colère est toujours là. Oui, mais bon, j'y pense pas souvent. Là, c'est l'occasion parce que, bon, vous voyez, j'ai l'occasion d'être interviewée par vous, mais oui, je le réalise. Ça se voit, hein, que vous êtes toujours... Ouais. Et moi, je trouve que c'est une colère qui... Vous avez évidemment raison d'être en colère, quoi. Oui. Mais dans ma vie au quotidien, je n'y pense pas. Hein. Maintenant, je trouve que ça va beaucoup mieux. Et puis, je vois le parcours de ma fille qui a été quand même sans souci. Hein. Vous dites que si vous aviez eu le choix, vous seriez blonde aux yeux bleus ? Oui, enfin, je vous dis blonde aux yeux bleus, j'exagère peut-être, mais j'aurais préféré peut-être être blanche, je sais pas, vraiment. Oui. Parce que vous n'êtes pas belle comme ça ? Parce que à l'époque, tout ce qui était noir, c'était pas synonyme de beauté. Hein. Il a fallu attendre le boxeur noir. Alors même si je suis pas une fan de boxe, mais Mohamed Ali m'a énormément aidée. Ah oui, à me construire quand j'étais jeune fille, quand j'entendais Mohamed Ali qui disait « je suis noir, je suis beau », c'est ça qui a redonné une certaine fierté, parce qu'il le disait, hein, vraiment. Et franchement, moi, il nous a fait du bien, vraiment. À Mohamed Ali, je buvais ses paroles, hein, vraiment. Hein, je faisais sous-titrer. J'ai appris l'anglais assez vite, d'ailleurs, hein, en lisant ses discours. Mais vraiment, ah oui, c'était une fierté pour moi. Et puis, c'est lui qui aussi décomplexait par rapport aux cheveux crépus. Vous voyez, moi, à l'époque, j'avais un afro. J'étais comme Angela Davis, hein, vraiment. Et je le portais avec fierté, vraiment. Vous aviez une coiffure afro ? Ah oui, vraiment. Hein, oui. Début des années 80, j'avais vraiment... Ah oui. Et plus maintenant ? Non. Pourquoi ? Non, parce que maintenant, j'ai beaucoup moins de cheveux, mais ça s'entretient. Hein. Et puis c'était une mode à l'époque, c'était une fierté. Alors qu'avant, j'avais honte de mes cheveux. Et j'ai trouvé que c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, on peut être noir et on peut être beau, franchement. Dans la famille de ma mère, quand on se regarde, hein, ma grand-mère a eu 12 enfants. C'est assez surprenant parce que, elle les a eus avec le même homme. Et les différences de peau et de texture de cheveux, c'est vraiment incroyable. Sur les 12, vraiment, ça fait... Ma mère est la 6e, elle est au milieu. Donc, sur les 6 premiers enfants, ont tous le teint, la peau pratiquement blanche, mais avec des cheveux un peu frisés. Et après, les 6 derniers, ils ont la peau plus mate. Et avec des cheveux plus lisses, ils ressemblent à des Indiens. Ça fait vraiment plusieurs avec tous ces mélanges. Et mon grand-père, qui lui aussi avait le teint très clair, il avait une particularité, c'est que quand ses premiers enfants naissaient, le fait de les voir blancs comme ça à chaque fois, ça ne lui plaisait pas. À chaque fois que ma grand-mère accouchait, ça c'est ma mère qui me la racontait, il disait « mais oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont blancs, mais c'est pas possible !» Alors que ma grand-mère avait été très mélangée aussi, qu'est-ce qu'ils sont blancs ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'il y a eu des abus ? C'est les viols, c'est les résultats des viols, parce qu'il n'y a pas de famille... Il n'y a pas de famille blanc. Oui, je pense que c'était... Oui, parce que mon grand-père, il ne savait même pas... on lui posait la question, pourquoi tu as la peau si claire ? C'est comme ça. Mais il avait en même temps l'ambiguïté du métis. Hein. Des viols de la part des propriétaires terriens blancs ? Oui. Sur leurs esclaves ? Bien sûr, oui. Oui. Le teint clair de ma mère, c'est sûr, ça vient de là, ça c'est sûr et certain. Hein. À cette époque-là, le propriétaire, c'était ses esclaves, il faisait ce qu'il voulait. Hein. Vous me disiez au début que vous aimiez le crime ? Oui. Il y a, alors ça c'est vrai, je regarde
Alors, il y a une histoire criminelle qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai grandi avec cette histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'histoire Robert Griner, un pompier assassin. En fait, c'est une histoire, dans les années 90, il y avait une émission qui était animée par Jacques Pradel et qui s'appelait, Témoin numéro 1. Voilà, qui s'appelait Témoin numéro 1. Et dans cette émission, il y avait toutes les anciennes affaires non classées et toutes les personnes venaient pour demander de l'aide pour qu'on puisse essayer de relancer les affaires. Et il y avait une affaire d'une petite jeune fille qui s'appelait Évelyne Boucher, qui avait été violée et assassinée dans les années 80. Et malheureusement, 10 ans après, dans les années 90, on n'avait toujours pas retrouvé son assassin. Et c'est 19 ans après, en fait, que ce fameux pompier, voilà, rencontre Julien 19 ans après. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ces affaires criminelles ? Je sais pas comment vous expliquer ça. Franchement, ça me fascine. Et je regarde aussi sur Chérie 25, les femmes tueuses aussi, présentées par Evelyne Thomas. Mais là, ça se passe aux États-Unis. Vous auriez eu envie de tuer ? Alors, non. Jamais ? De tuer quelqu'un ? Oui. Alors, la seule fois où j'ai expliqué, c'est dans ce centre commercial. Là, je pense que cette dame, peut-être pas la tuer quand même, mais lui faire très mal, mais peut-être pas la tuer. Non, j'ai pas cet instinct. Mais ça me passionne, effectivement. Et le mardi soir, je suis devant. Hein. Ça, je ne rate pas. Franchement, je ne rate pas. Là, on est sur Richesse fatale. Alors, par contre, je regarde que celles qui ont... J'aime bien quand le dénouement, quand ça se passe bien. Les affaires non élucidées, j'y n'y vais pas. Si je vous comprends bien, vous aimez les affaires criminelles quand elles sont résolues, c'est-à-dire quand le coupable a été arrêté. Puni. Voilà, je supporte pas l'impunité. Ça veut dire que vous avez un besoin de justice. Voilà, exactement. Et quand les gens sont bien punis, ce Robert Griner, là, qui a fait appel, qui a été condamné à plus de 30 ans de prison, on le voit, on voit son procès, il est là, il dit à son fils, il est dans le déni par rapport à son père, et il dit à son fils, c'est une injustice totale. Non, c'est la justice. Cette affaire dont vous me parlez, c'est une affaire de viol. Viol et assassinat. Les deux, hein. Et ces histoires de viol et de meurtre, ce que vous dites aussi, c'est que c'est des choses qui sont arrivées dans votre famille aussi. C'est arrivé à vos ancêtres. Oui, c'était vraiment... ça s'est passé il y a très longtemps. Thierry Paulin, on dit souvent qu'il était métis, mais il n'était pas métis, il était chabin. Voilà. Très clair de peau. Voilà, comme ma mère, chabin. Voilà, donc il y avait effectivement un mélange. Ouais. Et ça, vous pensez que ce mélange, il vient des viols ? Oui, à l'époque, pendant l'esclavage. Parce qu'il n'y a pas de couple mixte. Mais Brigitte, est-ce que je vais trop loin si je dis que Thierry Paulin, il avait en lui cette violence que ses ancêtres ont subie ? Alors, ayant été élevé avec une grand-mère, parce que lui, il est né en 63, donc la grand-mère, je sais que ses parents l'ont eu très jeune, hein. Donc la grand-mère, on peut penser qu'elle était peut-être née dans les années 1904, 1906 par là, donc beaucoup plus proche. De l'époque des plantations, quoi. Oui, voilà, puisque quand elle était petite, 1906, même si l'esclavage était aboli, il y avait encore beaucoup de misère, hein. Donc il est possible qu'elle lui racontait, mais comment on le voit Thierry Paulin aux Antilles ? Alors Thierry Paulin, à l'époque où il a été découvert, quand on a su que c'était lui, quand on a su que c'était un Antillais, c'était la fin du monde. Même ma propre mère, on aurait cru que c'était son fils. Rien que le fait de partager la même origine, vraiment, pour elle se rend compte, il vient en France pour faire ça, il a tué une vingtaine de grand-mères, mais c'était vraiment l'horreur. Et puis bon, après, les années ont passé, aujourd'hui, je pense que... Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus, hein, vraiment, non. Mais pour ma mère, c'était un déshonneur, hein, vraiment. Je ne comprenais pas pourquoi ça lui prenait autant, vraiment. Pour ma mère, c'était la honte, hein, vraiment. Le fait qu'ils soient antillais, c'était la honte, ouais. C'était vraiment une sale histoire, vraiment. Ce qui est dur, c'est que les deux plus grosses histoires, vraiment, et qui ont changé aussi en même temps...
qui ont amené aussi la police scientifique. Hein. C'est Guy Georges et puis c'est lui. Hein. Si on doit retenir vraiment... bon, après, on ne va pas remonter jusqu'à Petiot qui assassinait aussi. Mais aujourd'hui, pour ma génération, peut-être même un peu la vôtre aussi, quand on parle de tueurs en série, c'est Guy Georges et Thierry Paulin. Hein. Bon, il y en a eu d'autres, mais ces deux-là, ils ont quand même marqué. C'était horrible. Et pourquoi vous dites malheureusement ? Parce qu'ils étaient noirs ? Oui. Oui, c'est pas une grande fierté quand même. Hein. Ma mère, on aurait dit que c'était son fils. Hein, quand il a été découvert, quand elle a su qu'il était des Antilles, elle dit « Oh, quelle honte, vraiment, quelle honte. » Franchement, il aurait été blanc. Bon, elle aurait été choquée par ce qu'il a fait, mais ça enlevait un peu de la honte. Voilà. Mais là, le fait qu'il était noir, antillais, là... Vous n'êtes pas la demi-sœur de Thierry Paulin, Brigitte ? Non, pas du tout. Non, je vous assure. Non, ce n'est pas moi. Sûre et certaine. Oh, je crois qu'avec le temps qui passe, je l'aurais certainement avoué si c'était le cas. Parce que maintenant, c'est vieux, hein, 89, voilà. Je vous taquine. Oui, non, je sais bien. Franchement, je ne vais pas dire que j'ai vécu un racisme tout le temps. Non, j'ai connu des gens qui étaient absolument bienveillants, charmants, vraiment, heureusement. Je ne vais pas dire que ça m'a empêché d'évoluer dans ma vie. Alors, ce que ça m'aura empêché, c'est peut-être de faire un peu plus d'études supérieures. Parce que je voulais en faire, vraiment. Et qu'est-ce que vous faites à l'assistance publique, du coup ? Eh ben, écoutez, dans mon petit parcours, là, en ce moment, je suis bibliothécaire. Voilà, donc je travaille ici. Ce que j'aime bien, c'est que j'accueille les gens. Merci beaucoup. De rien. Et puis, je vous remercie aussi parce que, franchement, je ne m'attendais pas à ce que cette interview prenne ce chemin-là. Je pensais vraiment parler plus de Thierry Paulin, mais ça m'a vraiment fait du bien de parler avec vous. Pourquoi ? Par rapport à mon histoire, ressortir cette histoire de cette femme qui m'avait insultée, vous voyez, que j'avais enfouie quelque part chez moi. Ça me permet de réaliser qu'il y a encore un peu de colère, mais ça m'a fait du bien d'en parler. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Non, mais merci de l'avoir raconté. Oui, voilà. C'est quoi la vie, Brigitte ? La vie, tant qu'elle peut être, bon, la vie, c'est des hauts et des bas, ça c'est sûr, hein, surtout dans la vie. Mais j'arrive, et ça, je tiens ça de ma mère, en fait, j'arrive à retenir que le positif. Voilà, le négatif, je l'oublie. Et ça m'a beaucoup aidé dans la vie à surmonter. Mais je trouve que pour tout ce que j'ai traversé, je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, ça laisse des traces, hein. Je ne suis pas quelqu'un, et en plus, oui, je tenais à vous le dire, je suis assez réservée, voire même très timide. Ah, ça se voit pas. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Lily de rester là, j'avais peur de ne pas être très à l'aise. Et puis finalement, je vous ai vu arriver, je ne sais pas, tout de suite, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pas besoin de Lily, ça va aller. Donc, oui, je suis très... oui. Quand on est en groupe comme ça, c'est pas moi qui vais prendre la parole, au contraire, je suis plutôt effacée. Mais vous voyez, c'est bien quand vous prenez la parole. Oui, voilà. Quand je suis arrivé, j'ai été frappé par votre sourire et de la sympathie peut-être. Oui, mais en tout cas, moi j'ai ressenti quelque chose de très sympathique déjà en vous voyant arriver. Parce que généralement, alors ça va peut-être vous paraître curieux, mais d'habitude, lorsque je ne connais pas quelqu'un, j'envoie toujours un message, je suis originaire des Antilles, je précise. Mais là pour vous, j'ai pas précisé. Ouais. Et j'expliquais à Lily aussi, quand je partais en vacances avec mes enfants, quand je louais quelque chose, je précisais toujours mes origines. Voilà. Elle me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Je lui dis, j'ai besoin que ce soit clair. Peur d'être rejeté. Voilà. Et même aujourd'hui encore, hein, quand je loue, je précise. Bon, j'ai jamais eu vraiment de soucis particuliers, mais j'aime bien que la personne sache que voilà, je suis originaire des Antilles. Alors, je ne vais pas dire la peau noire, mais j'ai dit voilà, je suis originaire des Antilles.
Bon, merci beaucoup Brigitte. De rien. Merci à vous aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Là, je vais faire quelques petites tâches administratives. Et puis ensuite, je vais rentrer à la maison. Si éventuellement vous arrivez à retrouver cette parente de Paulin, oui. On ne sait jamais. Oui, N'hésitez pas, n'hésitez pas à faire des recherches. Dans ces cas-là, oui, mais je vais la retrouver. Si je la retrouve, je vous recontacterai. Bon, merci Brigitte. De rien. Au plaisir. Oui. Bonne fin d'après-midi. Voilà. Donc vous savez par où repartir, Julien ? Oui. Par là, Voilà. Voilà. Ok. À bientôt. Au revoir. Je retraverse l'avenue de l'hôpital et je vais récupérer mon vélo. Le premier mot arabe que j'ai appris, c'était carlouche, qui voulait dire noir à l'époque. Sale noir. Sa mère est venue vers moi, elle m'a dit sale noir. Oh quelle honte. Elle paiera 500 francs. Qu'on vous reproche, elle m'a dit sale noir. Une couleur de peau que vous n'avez pas choisie, je supporte pas l'impunité. Un jour, ça va péter. Ah oui. 3-2. Je suis en voiture sur une petite route dans la Drôme provençale. Je passe devant le village de Nyons et je continue sur la départementale 94. Il fait assez chaud et je me rends chez Olivier. Olivier, c'était le compagnon d'Éric B. Éric B, je vous rappelle, c'était un amant de Paulin qu'il avait hébergé dans le 14e arrondissement. Alors naturellement, c'est Françoise, la cardiologue, comme je l'appelle, qui était une amie d'Éric B, qui m'a mis en contact avec Olivier. Étrangement, Françoise est très connectée à Thierry Paulin. Et donc je crois que Françoise, par l'intermédiaire d'une écrivaine célèbre, a pu contacter Olivier et lui demander s'il serait d'accord pour que je vienne l'interviewer. Il a accepté. Je ne lui ai pas parlé. On a communiqué uniquement par SMS. Et il m'attend chez lui, à la campagne. Alors j'arrive dans le village. Je suis un peu en avance. Je sais pas si je suis vraiment au bon endroit. Je me suis garé place du château. Et c'est là qu'habite Olivier, donc sa maison devrait pas être très loin. Il y a des gens qui jouent à la pétanque. Bonjour. Excusez-moi, je cherche Olivier. À suivre. Alors. Oui. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Par contre, ça devait être quelqu'un qui faisait, comme beaucoup de personnes âgées, toujours les choses à la même heure, au même moment. Ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Voilà, c'était totalement désintéressé et gratuit. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Oui, peut-être. Et n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.